peut être un témoignage ou des fois un soutien, parce que ça arrive aussi que les gens soutiennent ce qui a été dit à la tribune. Voilà. Donc peut-être que comme il n'y a pas d'ordre forcément précis, je vais demander à Michel Rivasi, peut-être en tant que femme à la tribune, peut-être de commencer à nous donner son regard justement sur les perspectives environnementales. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'organisation de toutes ces conférences qui sont très importantes par rapport au contenu, et puis aussi par rapport à l'endroit où on se situe et à l'époque où on se situe. Parce que moi je m'aperçois, alors ça fait de combien maintenant ? Depuis 86 que j'ai été sensibilisée, depuis Tchernobyl en fait, quand j'avais créé la CRIRAD, où je ne m'imaginais pas comme ça qu'une telle oligarchie, telle pensée unique, tel mensonge aussi, parce que moi je vais vous parler surtout de l'énergie, mais on voit que sur la chimie c'est pareil, même sur cette espèce de pensée unique qu'on a, et que si on ne prend pas le virage, c'est sûr qu'on amène toutes les générations, la génération qui vient au mieux. Tous les rapports internationaux, que ce soit les rapports au niveau de l'OCDE, moi en tant que députée européenne, je vois tous les rapports sur tous les enjeux environnementaux. On ne veut plus continuer à consommer comme on le fait, à produire comme on le fait, et qu'il va falloir qu'on partage, et il va falloir qu'on agisse sur une sobriété heureuse. Parce que moi je suis pour donner le plaisir, et que ce ne soit pas, vous voyez, une écologie punitive, que ce soit une écologie heureuse, une écologie de partage. Alors en même temps, quand je vois ce thème perspective environnementale pour une prospérité économique, moi je serais pour une prospérité sans croissance. Et il y a plein d'ouvrages qui sortent là-dessus, parce que économique, on est toujours, vous voyez, sur cette croissance qui nous amène sur la surconsommation, et tout le monde parle de croissance par rapport à l'emploi. Eh bien nous, on développe plutôt ce concept de prospérité sans croissance. Prospérité parce que il y a des tas de choses qu'on peut développer, mais on n'est pas obligé d'être toujours pour la consommation des matières premières, le non-recyclage, le fait qu'on épuise les ressources dans les pays du Sud. Et alors ça, je peux vous dire que la colonisation des pays du Sud, elle est terrible maintenant sur les matières premières. On le voit sur les terres rares, on voit comment ça s'organise. Moi, en plus, je fais partie de Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est une délégation entre tous ces pays-là et l'Union européenne. Et que ce soit l'Europe, que ce soit la Chine, que ce soit tous ces pays, on est en train vraiment de tout leur couper. Donc ça n'a pas changé la colonisation entre nous. Alors, moi, je vais vous parler surtout sur les perspectives énergétiques. Quand on voit la situation, on est toujours dans ce modèle, c'est pour ça que vous voyez prospérité sans croissance, on est toujours dans ce modèle où on consomme les ressources fossiles. Que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, que ce soit le charbon, que ce soit l'uranium, ce sont des énergies fossiles qu'on est en train d'épuiser. Et on voit à l'heure actuelle le prix du baril qui monte de façon importante, et la seule chose que nos politiques nous proposent, c'est de diminuer, vous voyez, le prix, mais pas se poser la question de comment on peut sortir de cette addiction au niveau des énergies fossiles. Donc là, il faut un changement de modèle, on pourra en parler plus tard, mais il faudra qu'on diminue notre dépendance aux énergies fossiles, parce que ça nous coûte quand même entre 70 et 80 milliards par an, vous voyez, sur tous ces produits d'importation. Et puis, il y a eu Tchernobyl, dont je vous ai parlé, où j'ai créé la CRIRA, et puis il y a eu Fukushima. Et Fukushima, au niveau européen, on n'en parle pas beaucoup en France, mais on en parle beaucoup au niveau de l'Europe, parce que, si vous voulez, ça a créé un séisme quelque part, en disant comment un pays aussi technologique que les Japonais, eh bien, ont pu avoir un accident pareil. Alors on nous dit, ah mais c'est la catastrophe naturelle. Oui, c'est catastrophe naturelle par séisme plus tsunami, mais qui a bien montré que cette technologie-là, s'il y a une catastrophe naturelle avec double risque comme il y a eu, il y a aussi possibilité d'avoir double risque aussi dans nos pays européens. Même si, contrairement à ce que dit M. Sarkozy, qui a osé dire « Mais M. Hollande ne connaît pas sa géographie, il n'y a pas de plage à Fessenheim. » Sauf que, c'est quand même un scandale de dire ça, sauf que, effectivement, il n'y a pas de plage
barrage à Fessenheim. Mais il y a le canal du Rhin. Si jamais il y a un séisme plus important que ce qui a été prévu dans le cadre de la construction de Fessenheim, il peut y avoir rupture de la digue du canal. Toute l'eau du Rhin va aller au niveau de la centrale Fessenheim qui est en contrebas, va pouvoir noyer tous ces groupes électrogènes qui fournissent l'électricité, notamment pour les systèmes de refroidissement des cœurs. Et puis, ça peut complètement endommager le système électrique, ce qui s'est tout à fait passé à Fukushima, et on se retrouve avec la fusion nucléaire. Et donc, ce qui s'est passé à Fukushima, quand l'autorité de sûreté nucléaire a regardé nos réacteurs, elle s'est dit, on n'est pas en sécurité avec nos 58 réacteurs, on n'a pas tenu compte des doubles risques, ou ce qu'on appelle l'effet domino. Et nous, on a toujours raisonné avec un risque. Mais on n'a jamais pensé que le risque peut en entraîner un autre. Donc ça veut dire que si on veut garantir une sécurité, il va falloir investir des milliards d'euros pour la remise aux normes de nos réacteurs. Et en même temps, on n'est jamais à l'abri d'un accident nucléaire. Et moi, je suis allée à Tchernobyl parce que j'ai voulu absolument regarder 25 ans après quelle était la situation des gens. Elle est catastrophique puisqu'il y a des milliers de personnes qui vivent encore en zone contaminée, donc il n'y a plus aucun espoir, les gamins sont malades. D'ailleurs, c'est une grosse, information qu'on a sur les effets chroniques d'une contamination interne, puisque tous les gamins mangent des produits contaminés, et à des niveaux très très bas, mais vous voyez que ça a une répercussion sur les glandes endocrines, mais sur aussi les muscles du cœur et sur la partie immunité. Et alors, à Fukushima, c'est vraiment terrible. Parce que autant les Russes, on pouvait toujours dire qu'ils n'avaient pas la technologie, etc. Au Japon, ils l'avaient, mais ils avaient un régime qui est comme le nôtre sur le nucléaire. Le mensonge le plus total. Aucune distribution de plaquettes de iodure de potassium. Les gens qui étaient dans la zone des 60 km où je suis allée, eh bien, personne n'avait entendu parler de ces plaquettes d'iodure de potassium, au moins par rapport au passage du nuage radioactif qui contenait de l'iode radioactif. Donc les gens, il y a eu la zone évacuée très vite, avec vraiment des Japonais extraordinaires, parce que ça, j'attends de voir si les Français vont faire pareil. Les cars arrivent, les gens y vont, enfin, etc. C'est nickel et tout. Bon. Mais la zone des 60 km qui était dans le nord-ouest, eh bien, les gens n'ont pas été avertis, et puis ils sont maintenant ce qu'on appelle dans la zone d'évacuation volontaire. C'est-à-dire que s'ils veulent partir, eh bien, il faut qu'ils payent. Et il faut qu'ils trouvent un appart dans les autres villes, tout ça, qui ne sont pas indemnisés. Et là, eh bien, les riches partent, mais les pauvres restent. Et dans les pauvres, généralement, ils font en sorte à ce que les enfants et les femmes partent ailleurs. Donc vous avez des hommes qui restent dans les fermes. Mais il y a encore énormément de familles, avec des écoles où les gamins ne peuvent pas sortir parce que la terre est tellement contaminée qu'ils dépassent, alors au début c'était 20 millisieverts, ce qui est la dose pour les travailleurs du nucléaire, donc nous on a droit à 1 millisievert, donc vous voyez on a augmenté les doses sur la radioactivité. Il y avait une radioactivité dans les aliments qui était à 500 becquerels, maintenant c'est passé à 100 becquerels. Donc, mais pendant au tout début, comme il n'y avait pas assez d'aliments, on aurait pu manger ce que vous avez. Et donc, quand vous voyez, moi j'ai beaucoup, alors il y a Jean-Paul John, je ne sais pas s'il est dans la salle, il est là-haut. Et on est allé ensemble visiter les fermes, là où les gens vivent, et c'est vraiment une situation moi, qui m'a énormément émue. Parce que si vous voulez, je connais beaucoup la radioactivité, je connais les conséquences, la radioprotection, tout ça, mais quand vous voyez vivre les gens, vous voyez, dans des terres contaminées, et qu'ils n'ont pas d'autres moyens, et qu'ils n'ont pas l'argent pour partir, et qu'en plus on leur dit des conneries, mais vous ne pouvez pas vous imaginer avec des experts de l'AIEA, avec les experts d'Areva qui sont venus là-bas, pour leur dire mais c'est pas grave la radioactivité, c'est pas plus grave que de boire 3 verres de saké, vous allez résister. Oui, mais des informations comme jamais j'aurais imaginé. Et là-dessus, la CLIRAC, bien sûr, est allée là-bas. On a formé à Valence des Japonais qui ont eu du matériel et qui ont eu d'ailleurs des subventions de plein de fondations dans le monde. Et c'est eux qui font les mesures de radioactivité sur les aliments. Parce que les gens ont confiance qu'avec ces organismes indépendants, ils font ça. Donc, vous voyez, voilà, on est entre ces ressources naturelles qui vont s'épuiser, ces ressources fossiles, et avec ce risque d'accident. Et on a un troisième enjeu qui est le changement climatique. Ouais, il faut jouer sur ces 3 éléments.
Alors, nous, la position des écologistes, c'est de dire, on ne peut pas continuer dans le nucléaire, c'est trop dangereux. En plus, la fission, c'est une énergie, je dirais, vraiment obsolète et dépassée. Parce que, juste un élément, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais pour vous dire que quand même, quand on fissionne de l'uranium, on produit des éléments radioactifs qui n'existaient pas dans la nature. Vous voyez, tout ce qui est iode, césium, plutonium, tout ça, ça n'existait pas, c'est dû à la fission. C'est ça la grosse problématique, vous voyez, de la fission, c'est qu'on crée des éléments nouveaux qui sont très problématiques sur la santé. Donc c'est pas une énergie, en plus avec l'uranium, c'est aussi une énergie fossile, si on continue comme ça, de toute façon on en aura pour 70 ans. Et puis il y a tous ces déchets radioactifs, il y en a pour des millions d'années. Et ça va nous coûter une fortune, donc c'est pas l'énergie. Les ressources fossiles, c'est pas que c'est pas une énergie d'avenir, mais elles sont limitées. Parce que le pétrole, c'est extraordinaire comme ressource, sauf que c'est limité. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et puis ces gaz à effet de serre aussi. Et ces gaz à effet de serre nous entraînent avec un dérèglement climatique très important. Donc c'est sur ces enjeux-là qu'il faut construire un autre type de société. Alors, comment ça a été abordé? Il y a par exemple Negawatt qui a abordé ça, qui est une association qui dit que le meilleur des moyens, c'est pas de consommer. Mais on doit aussi consommer. Mais quand on veut consommer, il faut se dire, il faut limiter la consommation d'un point de vue électricité. C'est ça, vous voyez, dans le scénario Negawatt, il y a à la fois la sobriété, et donc de se dire, il faut moins gaspiller. Et regardez les Japonais, ils avaient 54 réacteurs, il n'y en a plus un qui fonctionne. Et pourtant, ça continue à fonctionner. Mais ils ont limité tous les gaspillages. Vous voyez, ces réclames, ces éclairages qui éclairent la nuit les chauves-souris, ils ont tout limité. Par exemple, quand il y avait beaucoup d'escalators, ils ont limité, ils ont arrêté les escalators, les gens marchent à pied. Comme il faisait très chaud, ils leur disent maintenant, vous venez plus avec la cravate et vous venez dans des tenues légères. Mais légères, ça veut pas dire très très légères. Je te vois avec ton petit œil. Ils font un roulement au niveau des entreprises, et puis ils ont quand même aussi ouvert la centrale thermique à gaz et à pétrole. Donc, sobriété énergétique. Et puis, il y a, après, efficacité énergétique. C'est-à-dire de dire, on va limiter tout ce qui est consommation. Donc, on va limiter, si par exemple on a des chaudières à gaz, au fioul, tout ça, on va limiter la consommation par rapport à des appareils qui consomment beaucoup moins. Mais aussi, on va isoler les bâtiments pour qu'on n'ait pas des factures, si vous voulez, liées à ces énergies fossiles importantes. Mais ça veut dire aussi, par rapport à l'électricité, qu'il va falloir supprimer le chauffage électrique. Et ça, vous avez des tas de pays en Europe qui l'ont interdit. Alors que nous, on est le pays européen où on a le plus de chauffage électrique. Pourquoi? Ça s'explique historiquement parce qu'on avait tellement de centrales, on avait tellement d'électricité, comme l'électricité ne se stocke pas, on a poussé les gens à s'équiper en chauffage électrique. Sauf que regardez votre facture de chauffage électrique, souvent les gens ne peuvent même plus la payer. Pour des gens, pour le revenu maintenant, souvent ça représente 40% entre la location et les charges. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est EDF qui leur dit vous ne pouvez plus payer, c'est nous qui payons à votre place. Mais ce n'est pas une solution. Donc déjà, vous voyez, ce qui est efficacité énergétique, c'est tout ce qui est isolation, mais aussi des appareils qui vont consommer très peu d'électricité. Et puis après, il y a le développement des énergies renouvelables. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'avant, les Français étaient assez bons dans les énergies renouvelables. Vous voyez, sur l'éolien, on avait la compagnie du vent, on avait des gens, des ingénieurs hyper à la pointe là-dessus. Mais comme on a investi tout notre fric sur le nucléaire, ça s'est complètement cassé la figure. Et c'est les autres pays qui ont développé ça. Donc, dans les autres pays, vous avez beaucoup d'éoliennes qui sont fabriquées dans le pays, alors que nous, nos éoliennes, elles ne sont pas fabriquées en France. Alors, maintenant, on a le plan des 3000 MW, je ne sais pas si vous avez entendu parler, offshore, où il y a Alstom qui s'est positionné, où il y a GDF Suez, où il y a bien sûr Areva, etc. Et là, ça va être très créateur d'emplois. Vous voyez, sur ces 3000 mégawatts, on pense qu'il y a 10 000 emplois qui vont être créés. J'ai vu Alstom, il n'y a pas longtemps, là, à Bruxelles, et ils nous disent, c'est super, nous, on a un marché, on va créer 5 000 emplois, c'est-à-dire qu'on va construire l'entreprise à proximité pour fabriquer nos propres éoliennes. Donc c'est très producteur d'emplois, en plus, ces éoliennes. Puis on a le photovoltaïque. Alors, là-dessus, le photovoltaïque, on avait Photowatt, on
que je suis allée visiter vers Bourgoin-Jallieu, 700 emplois photovoltaïques. Mais on se heurte à une mondialisation terrible, et je trouve que c'est très dommage qu'on n'en parle pas assez au niveau des présidentielles, c'est que les cellules photovoltaïques, d'où elles viennent à l'heure actuelle en majorité, et les prix sont les plus bas, ça vient de Chine. Et comme ça vient de Chine, et que nous on en fabrique, c'était PhotoWatt, avec des prix aussi bas, parce que les Chinois font du dumping incroyable, et surtout, ils n'ont pas les mêmes charges sociales, et très peu de charges environnementales. Donc ça arrive à très bas prix, et ça casse complètement le marché du photovoltaïque. C'est pour ça qu'en Allemagne, il y a même des boîtes confirmées. Et là où je me bagarre, moi, sur le plan européen, c'est de dire, mais il faut faire comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand ils ont vu que les cellules photovoltaïques des Chinois, eh ben, elles n'étaient pas chères du tout, eh ben, ils ont mis des taxes. En disant, tout ce qui vient de Chine, alors, les Américains, ils ne sont pas très branchés environnement, mais eux, ils sont branchés business. Mais nous, qui sommes écolos, nous on dit, eh bien, nous, on est pour une protection européenne. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le non-respect des charges sociales, c'est-à-dire que les salaires sont bas et surtout qu'il n'y a pas une protection sociale à la clé, comme pour les pays européens, il n'y a pas de charges aussi environnementales par rapport au CO2 et par rapport aux conditions de fonctionnement et de production, eh bien, on met des taxes à la frontière pour protéger, voyez, notre industrialisation des cellules photovoltaïques en Europe. Et bien sûr, en France. Et puis, il y a la biomasse, c'est très peu développé, alors qu'en Allemagne, c'est énormément développé. Vous avez le géothermique, vous avez l'hydrolien, et là, on est assez pour les Français, parce qu'il y a plein d'expérimentations qui sont dans la France. C'est des éoliennes, si vous voulez, qui marchent avec les courants marins. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas, et puis c'est en continu. Et bon, bien sûr, il y a l'hydraulique, etc. Donc là, il y a tout un panel potentiel, et puis, avec, regardez les Allemands, ils sont lancés dans les énergies renouvelables, eh bien, il y a eu plus de 250 000 emplois créés. Et 400 000 emplois créés, vous voyez, dans l'isolation des bâtiments. C'est pour ça que quand Eva disait on est capable de créer 1 million d'emplois, si on... Eva Joly. Tout le monde connaît Eva Joly. Hein? Il n'est pas écolo, hein. Regardez. Mais je suis tellement avec elle, moi, tu vois, Eva, c'est Eva Joly, quoi. Mais c'est les écolos, c'est-à-dire que, si vous voulez, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand je suis à l'Europe, les gens sont hyper écolos. Ils savent bien que l'avenir, c'est exactement l'intitulé de la discussion de ce soir, c'est quelle perspective, justement, pour un développement durable. Et ils développent incroyablement bien, si vous voulez, tous ces éléments. Et je pense que l'avenir sur l'énergie, elle passera, vous voyez, par ce triptyque qui fait qu'il faut moins consommer. Donc, vous voyez, on n'est plus dans la société de superconsommation parce qu'il faut penser aux générations futures et il faut penser aux pays du Sud. Et que donc, et en plus, il faut penser au dérèglement climatique et il faut jouer là-dessus. Alors, ma seule crainte, je terminerai là-dessus parce que ma seule crainte, c'est ce que j'ai appris ce matin, j'ai fait passer un communiqué d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de pays maintenant, comme la Tchéquie, enfin la Tchécoslovaquie, il y a la Pologne, il y a la Bulgarie, tous les pays d'ailleurs d'Europe centrale, plus bien sûr la France qui est derrière avec un lobby dingue, un peu l'Angleterre, qui sont en train de dire on demande à l'Europe de subventionner l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire. Vous voyez? Et le nucléaire essaie de passer en disant on est une énergie renouvelable, puisqu'on ne produit pas de gaz à effet de serre. Et vous voyez, l'enjeu, il est là. Et il faut faire très attention à ça, parce que, contrairement, et c'est pour ça qu'il y a très peu d'infos qui passent sur Fukushima, et j'attends avec impatience le film de Jean-Paul Jaune, parce qu'il faut vraiment dire, voilà, ça, c'est les technos qui vont parler comme ça. Parce que ces technos, ils ne seront pas là où il y aura des terrains contaminés. Mais ça sera nous. Ça sera nous qui vont supporter cette contamination. Et on n'a pas le droit. Vous voyez, Angela Merkel, c'est ni un problème de gauche, de droite, elle a dit non. Et moi, je terminerai sur ce qu'elle a dit, parce que j'ai trouvé que ça m'a beaucoup touché. Angela Merkel, c'est une physicienne. Vous voyez qui c'est Angela Merkel? Parce que c'est Est-ce que tu dis ça de mec? Ah oui, tu dis que tu Allez, va. Elle a dit quelque chose qui était très intéressant. Elle dit
présidentielle, je pensais qu'avec une bonne technologie, avec des moyens sur la sécurité, il n'y aurait jamais d'accident nucléaire. Quand ça a été les Russes, bon, enfin, il y a toujours des trucs sur les... En plus, c'est des très bons physiciens, les Russes. Voilà. Mais là, en tant que politique, je ne prendrai pas la responsabilité, et jamais la responsabilité, qu'il y ait un Fukushima en Allemagne. On ferme les réacteurs en Allemagne. Eh bien, j'aimerais, franchement, j'aimerais que dans cette présidentielle, on ait des candidats dignes de dire quelque chose pareil. On ne prend pas la responsabilité d'avoir un Fukushima en France. Et ça serait un peu. Mais je ne l'ai pas trop entendu. Il n'y a que les écolos qui le disent. C'est pour ça qu'Eva Joly, c'est une super candidate. Merci. Merci pour avoir fait sur le sujet de la transition énergétique qui effectivement amène de l'engagement et à faire des choix. Alors, est-ce qu'on peut solliciter Serge Roux sur... On va passer de la transition énergétique à la transition